Bonsoir. La conférence annuelle d'action politique des conservateurs a débuté jeudi soir à Orlando, en Floride. Cette année, elle est un peu plus restreinte en raison du Covid, mais des milliers de personnes sont attendues ce week-end. Dans le climat social actuel, de nombreuses discussions porteront sur la lutte contre la censure des grandes technologies et sur la manière dont les conservateurs peuvent surmonter le phénomène de culture annulée ou culture de l'élimination. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans ce grand centre où beaucoup de conférenciers vont aborder ce sujet. Aujourd'hui, vendredi, ils parlent de ces sujets qu'ils jugent importants. C'est très important pour les conservateurs de les garder en tête pour les années à venir. Les sujets abordés les plus importants sont la censure des big tech et le premier amendement à la lumière du monde technologique tel qu'il est devenu. C'est via la technologie que les gens communiquent aujourd'hui. Donc un point important des discours est la censure par les big tech et la liberté d'expression qui ont été étouffées par toute cette censure. Et beaucoup de conservateurs ici nous disent qu'ils sont très passionnés à travailler sur cette question, comment vraiment surpasser cette censure grandissante des big tech, car selon eux, ils se sentent réduits au silence. Les mainstream conservateurs se font interdire maintenant. Ils m'appellent une terroriste intérieure car j'ai eu le courage de manifester le 6 janvier. Tout ce que j'ai fait est de manifester. C'est quand les gens sont réduits au silence et sont censurés. Les Américains sont censurés quand ils disent « attendez une seconde ». Ensuite, même des gens modérés qui ne sont pas forcément d'accord se mettent à regarder et disent « je ne suis pas d'accord avec Dave, mais il a le droit de parler ». Et ça a eu l'effet d'un coup de fouet. Les gens disent « nous sommes allés trop loin ». Est-ce un catalyseur lorsqu'ils interdisent des milliers de personnes? Absolument. Vous avez des entreprises qui sont sur le cloud. Il y a des plateformes alternatives ou ce que j'aime appeler des lieux de liberté et vérité d'expression, des entreprises et des médias qui cherchent la vérité, comme vous. Essentiellement, rompre avec la chaîne qui consiste à dépendre d'une compagnie individuelle qui contrôle tout. Comme je le disais, ça va créer des opportunités. De nombreuses portes se sont ouvertes pour des entrepreneurs pour répondre à ce besoin créé par les big tech. Donc ils débutent en fanfare aujourd'hui, vendredi. Les questions sur la liberté d'expression et la censure qui découle de la censure exercée par les big tech est l'un des discours les plus attendus ici. Il y a également Ted Cruz, l'un des intervenants venus tout droit de Washington. Il parle de cela également. Certains sont très intéressés. Donc dans les jours à venir, il y aura des débats sur le rôle de la Chine et de la Russie dans cette censure. Voilà, c'est une fraction des sujets que l'on peut s'attendre à assister ces prochains jours. Il y a beaucoup de sujets importants à aborder ces prochains jours. Nous savons depuis la fin du week-end passé que Trump fera sa première apparition publique depuis les élections. Une idée sur les sujets qu'il abordera? Oui, en effet, rien d'officiel n'a été communiqué, mais nous savons qu'un autre sujet épineux de cette conférence est l'intégrité des élections. Nous savons aussi que Trump parlera très certainement de l'intégrité des élections, et je suis sûre que les conservateurs ici s'attendent à ce qu'il aborde la question de son rôle au sein du Parti républicain, car comme vous savez, beaucoup encore considèrent qu'il devrait rester à la tête du parti. Je suis sûre que beaucoup prêteront une oreille attentive à ses plans et sur comment il compte reprendre des sièges au Congrès. Merci Mélina, nous nous recontacterons prochainement. La Chambre des représentants a voté en faveur d'une nouvelle loi sur l'égalité. La Chambre l'avait déjà acceptée en 2019, mais le Sénat l'avait rejetée. Avec les démocrates au pouvoir, ils espèrent que cette loi passera cette fois. Les groupes religieux avertissent des effets qu'elle pourrait avoir sur les croyants. Le président Biden souhaitait faire passer une loi sur l'égalité dans ses 100 premiers jours en fonction. Si elle passe, elle étendra la loi actuelle de 1964 qui interdit toute discrimination basée sur le genre, l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. Beaucoup critiquent que bien que cette loi donne des droits à certains groupes de personnes, elle en reprend à d'autres. L'avocat Paul Jonah de la société Thomas More affirme qu'elle va éviscérer la protection de religions chères à des millions d'Américains. Il n'y a pas d'autre façon de le dire que c'est un affront à notre précieuse liberté religieuse. Et vous savez, la façon de vivre de dizaines de millions d'Américains, de centaines de millions d'Américains.
Jonah a énuméré les façons dont cette loi affecterait ceux qui vivent dans la tradition ou dans une croyance religieuse dans leur vie de tous les jours. Cela va révoquer la loi sur la liberté religieuse qui fournit la base légale pour les croyants. Ça forcera aussi des lieux de culte ou des églises à avoir des fonctions contraires à leurs croyances. Et ça punira des associations caritatives telles que des refuges et des centres pour familles d'accueil à cause de leur vue sur leur genre et le mariage. Jonah a donné l'exemple d'un refuge pour les femmes victimes de trafic en notant que de nombreux refuges pour victimes d'abus physiques et sexuels sont au service d'un seul sexe, habituellement les femmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous avez un homme qui s'identifie comme une femme et qui veut aller dans ce foyer qui accueille des femmes victimes d'abus sexuels perpétrés par des hommes? Et vous savez, une partie de leur processus de guérison est de faire en sorte de les retirer de ce monde d'où elles viennent tout juste de sortir. Donc, si vous forcez une association caritative telle que celle-là à redéfinir le genre et étendre le concept de ce qu'est une femme au-delà de ce que la science nous dit, eh bien, vous êtes en train de leur dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner. Jonah affirme que les droits de tout un chacun doivent être respectés, mais que ça ne devrait pas être fait aux dépens de la liberté religieuse. On s'attend à ce qu'elle passe facilement la Chambre des représentants, mais son destin au Sénat n'est pas clair. Il affirme que si cette loi est acceptée, son organisation et beaucoup d'autres vont la mettre immédiatement au défi. Dans un mouvement qui continue à inverser les politiques de l'ère de Trump, le président Biden a annulé une série d'ordres exécutifs de l'administration précédente. Mercredi 24 février, le président Biden a fait marche arrière par rapport à 7 décrets émis par le président Trump entre 2017 et 2021. Nous nous penchons sur certains des décrets qu'il a annulés. L'un d'entre eux portait sur le financement fédéral des villes qui permettent l'anarchie, la violence et la destruction. Suite aux émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, le décret déclarait que des villes telles que Seattle, Portland et New York pourraient potentiellement voir leur financement réduit. Biden l'a inversé. Biden a aussi annulé un décret de 2018 qui faisait la promotion de la mobilité économique pour réduire la pauvreté aux États-Unis. Le décret de Trump ordonnait au gouvernement de réduire les dépenses inutiles en éliminant les programmes dupliqués ou inefficaces, de cibler les prestations sur les personnes à faible revenu et d'améliorer l'indépendance économique. Un autre décret annulé visait à modifier les règlements internes des agences fédérales qui pourraient nuire à la reprise économique suite à la pandémie. Aussi, un décret appelant à un retour à l'architecture classique pour les bâtiments fédéraux a été annulé. Dans la liste des 7, Biden a effacé l'un des derniers décrets de Trump qui visait à empêcher à des bureaucrates non élus de toucher aux règles fédérales. La Maison-Blanche n'a donné aucune explication à ces annulations dans le rapport de presse officiel. À l'approche des élections présidentielles de 2022 en France, le gouvernement a soutenu un amendement permettant le vote anticipé via des machines électroniques. Le président d'un groupe de réflexion conservateur pense que le gouvernement qui a désormais rejeté cette proposition a été inspiré par les élections américaines. Le 18 février, le Sénat a rejeté l'amendement qui aurait permis le vote anticipé via des machines électroniques jusqu'à 5 jours avant le jour des élections. Henri de Lesquen, le président d'un groupe de réflexion conservateur basé à Paris, affirme que la tentative du gouvernement français d'instituer un amendement sur le vote anticipé a été influencée par les élections américaines. Macron a tiré la leçon de l'élection de Biden. Emmanuel Macron, qui est inquiet pour sa réélection en 2022, veut refaire le coup de Biden, c'est être élu par la fraude électorale. L'amendement n'était pas à l'ordre du jour et est arrivé au dernier moment avant d'être soumis au vote. Il a été largement rejeté, 321 sénateurs ayant voté contre et 23 pour. Mais le débat ne semble pas encore clos. Le gouvernement dit vouloir autoriser le vote anticipé et les bulletins de vote par correspondance pour augmenter la participation des électeurs. Le 20 février, un membre du parti du président français Emmanuel Macron a continué à défendre le projet de loi dans une interview, même après son rejet. Mais les opposants au gouvernement affirment que le risque de fraude est trop élevé. La proposition faite par le groupe LRM au Sénat par un amendement de prévoir un vote par anticipation et par machine électronique montre bien ce à quoi il faut s'attendre. C'est une programmation. Oui, il y a bien un complot de LRM pour monter une vaste opération de fraude électorale destinée à faire élire Macron. Il ne faut pas inverser la chose de la brèche. Ce n'est pas celui qui accuse de fraude électorale qui doit apporter la preuve, c'est celui
qui prétend qu'il n'y a pas de fraude électorale, qui doit démontrer la sincérité du scrutin. Ça me paraît essentiel. Les prochaines élections présidentielles françaises auront lieu en mai en 2022. Un expert britannique de la lutte antiterroriste appelle à améliorer la lutte contre la radicalisation. Il affirme qu'il y a des failles dans la loi qui permettent aux extrémistes de recruter et disséminer leur idéologie sans conséquences légales. Le comité de surveillance a averti mercredi que les extrémistes peuvent glorifier la terreur proactivement, répandre ouvertement des idéologies antidémocratiques et radicaliser d'autres personnes en ligne tout en restant en conformité avec la loi. Sir Mac Rowley, ancien chef de la police antiterroriste et co-auteur du rapport, affirme que les lois n'ont pas suivi le rythme de l'évolution de la menace de l'extrémisme moderne et que les frontières juridiques actuelles permettent aux extrémistes d'agir en toute impunité. L'expert antiterroriste Will Gillies a déclaré au journal The Epoch Times que lors de la pandémie, les groupes terroristes n'ont pas pu opérer comme ils le font normalement, mais l'un de leurs piliers est d'essayer de recruter des gens pour leur cause. Ce rapport traite comment certains contenus peuvent être promus en ligne, presque légalement, tel qu'il est défini actuellement en fonction des paramètres juridiques dont nous disposons, et qui peuvent potentiellement être utilisés comme ces outils de recrutement. Gillies a loué le rapport intitulé « Opérer en toute impunité » pour avoir levé les ambiguïtés de la définition de ce qu'est l'incitation directe à la radicalisation. Le chercheur du groupe de réflexion sur le terrorisme, Matthew Dryden, a apprécié la tentative de l'équipe de combler les lacunes de la loi actuelle. Le rapport examine les moyens de combler certaines des lacunes qui existent actuellement et qui permettent de prêcher par exemple, ou de diffuser de la propagande extrémiste ou terroriste, sans conséquences légales. Gillies et Dryden ont tous deux identifié le besoin de faire participer les médias sociaux à la lutte contre l'extrémisme en ligne. La commissaire en chef Sarah Khan déclare « Il s'agit d'une menace pour nos démocraties civilisées qui ne peut être considérée comme acquise et nécessite une réponse juridique solide, nécessaire et proportionnée. » Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a obtenu les déclarations d'impôts de l'ancien président Donald Trump, longtemps attendues. Ce développement intervient juste après que la Cour suprême ait décidé qu'elle ne bloquerait pas leur libération. La possession par Vance des taxes et autres documents financiers ne signifie pas que le public pourra les voir. Ces documents ont été demandés dans le cadre d'une enquête menée par un grand jury convoqué par son bureau. La Cour suprême a rédigé une ordonnance d'une phrase disant qu'elle ne bloquerait pas l'assignation à comparaître contre le cabinet d'expertise comptable de Trump, sans autre explication. Trump a déclaré lundi que la décision de la Cour suprême fait partie d'une chasse aux sorcières contre lui, qui a commencé il y a des années. Deux leaders républicains de la Chambre sont en désaccord à propos de la prise de parole de Trump à la conférence d'action politique des conservateurs. Mercredi, une conférence de presse s'est achevée dans un climat tendu après qu'un journaliste ait demandé aux députés McCarthy et Cheney leur avis sur la présence de Trump à la CPAC ce week-end. Pensez-vous que le président Trump ou l'ancien président Trump devrait prendre la parole à la CPAC ce week-end? Oui, il devrait. Député Cheney? Cela dépend de la CPAC. J'ai été clair sur mon opinion au sujet du président Trump et dans quelle mesure après le 6 janvier, je ne pense pas qu'il ne devrait pas avoir de rôle à l'avenir dans le parti ou dans le pays. Cheney est en cohérence avec son vote pour la destitution de l'ancien président. Elle était parmi les 10 républicains sur un total de 211 qui ont voté pour le destituer. Mais le désaccord de Cheney avec McCarthy est frappant. Ce dernier s'étant battu pour qu'elle conserve son poste de président de la conférence du parti alors que les députés républicains l'ont remise en question après qu'elle ait voté pour l'impeachment de Trump. À la fin de l'intervention de Cheney, McCarthy a dissipé la tension par une remarque finale. Sur cette note positive, merci beaucoup à tous. Cette semaine, l'ancien vice-président Mike Pence a fait l'éloge de Trump lors d'une réunion avec les républicains du Congrès. C'est ce que le député Jim Bones, qui était présent, a déclaré à CNN. Il pense que Trump et Pence sont en contact et ont la même amitié que lorsqu'ils étaient en fonction ensemble. Et le sénateur Lindsey Graham a déclaré à l'animateur de Fox, Sean Hannity, que si les républicains se disputent entre eux, ils perdront en 2022 et que s'ils soutiennent Trump et suivent son exemple, ils gagneront. Catalina Loft, ancienne conseillère de Trump, annonce sa candidature au poste de député pour prendre la place d'Adam Kinzinger en 2022. Elle l'a dit avec des mots forts.
Love accuse Kinzinger d'être un rhino anti-Trump qui a tourné le dos à ses électeurs, ajoutant dans un communiqué de presse que près de 75 millions d'Américains soutiennent le programme America First, mais que le député Kinzinger n'en fait clairement pas partie. Un porte-parole de Kinzinger a déclaré à Epoch Times qu'il avait fait ses preuves en servant les intérêts de ses électeurs et de son pays, et non les intérêts d'un seul homme, en faisant visiblement référence à l'ancien président Trump. Kinzinger était parmi les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution de Trump. Ces derniers mois, il a souvent critiqué Trump et les responsables pro-Trump. Le président Biden révoque une restriction de l'immigration de Trump, une règle établie l'année dernière, en pleine pandémie et face aux inquiétudes liées à la propagation du virus. En avril 2020, Trump a déclaré qu'il suspendait temporairement l'entrée aux États-Unis des étrangers sans visa d'immigrants ou de documents de voyage valides. Le décret a aussi suspendu la délivrance de nouvelles green cards. À l'époque, Trump a déclaré que le décret était nécessaire pour protéger les emplois des Américains pendant le confinement. Biden a déclaré que la mesure de Trump ne favorise pas les intérêts des États-Unis. Il prétend qu'elle empêche les non-résidents de rejoindre les membres de leur famille qui sont déjà légalement dans le pays. Trump a prolongé les restrictions jusqu'au 31 mars 2021, avant de quitter son poste. La proclamation de Biden y met fin de manière anticipée. Google face à un nouveau procès, cette fois-ci de l'État de Washington qui accuse le géant de la technologie de violer les règles de financement des campagnes. La loi de l'État de Washington sur les pratiques de campagne équitables exige des entreprises qui vendent des publicités politiques dans l'État de fournir des informations à leur sujet sur demande. Le procureur général, Bob Ferguson, affirme que Google ne tient pas et ne divulgue pas de dossiers adéquats. Mais Google affirme qu'il n'accepte pas les annonces pour les élections dans l'État, et que ces messages sont supprimés lorsqu'ils sont trouvés. Mais, 57 candidats et comités ont déclaré avoir payé Google pour des annonces depuis le 20 juin dernier. C'est à cette époque que Ferguson a intenté un procès à la société pour la même raison. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.